Alors, bien le bonjour à tous et bienvenue sous notre baobab, sur notre arbre à palabres. Je suis très contente. C'est le premier épisode de ce podcast et j'espère que ce ne sera pas le dernier. Donc, dans ce premier épisode, j'ai choisi de parler de la mission de vie parce que déjà, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Comme je dis souvent, hein, c'est beau de voir en fait les gens qui savent pourquoi ils vivent en fait, pourquoi ils sont en vie en fait. Donc, c'est beau de les voir accomplir, entre guillemets, oui, leur mission de vie. Mais aussi, c'est parce que vu que c'est quelque chose par quoi je passe en ce moment, j'ai décidé en fait de partager mon parcours, avec, vous les auditeurs et pour cette première émission, j'ai décidé d'interviewer en fait une des personnes qui m'accompagne dans mon cheminement et Dieu merci, il a accepté. Donc je suis déjà très contente et donc je vous le présente. Donc, mon premier invité est coach en développement personnel, il est coach éthique, il est formateur, il est consultant, il est chroniqueur télé et radio. J'ai nommé son excellence coach Jean-François Yoma. Bonjour coach et bienvenue dans Legacy Bonjour Expérience de vie. Dieneva, comment vas-tu? Je vais très bien et toi? Ben, je suis très heureux en tout cas d'être sous l'arbre à palabre avec toi. On Super. dira ça comme ça. Ouais. Super. Donc, coach, comme je le disais en introduction, aujourd'hui, nous allons parler de mission de vie. Et comme je le disais, effectivement, tu as été une de ces personnes-là qui m'accompagne en ce moment dans mon cheminement. Et donc, je suis heureuse de dire en fait que une des concrétisations en fait de ce cheminement, c'est vraiment ce podcast-là, parce que on en a parlé en long, en large, en travers, dans tous les sens. Exactement. Et donc voilà quoi, donc je suis vraiment contente en fait que ce projet se soit concrétisé et que vraiment aussi que tu sois la première personne, à, marquer ce projet, si je peux le dire comme ça. Donc, comme je disais Ben en ouais. excuse-moi, vas-y? Non, non, je disais tout simplement que pour emprunter peut-être la maïotique de Socrate, c'est juste une chose formidable enfin, de conduire une femme à la Mmh. maternité, de Mmh. l'assister et de voir le bébé naître, en fait, Tout à tu vois. fait. C'est juste incroyable de vivre cette expérience avec toi. Et oui, j'espère aussi que pour tous ceux qui vont nous suivre sur ce podcast, ils seront vraiment nourris à la mamelle, en tout cas, des informations que nous allons partager ensemble. OK, super. Donc, je suis bien contente d'entendre ça. Donc coach, comme je disais aujourd'hui, on va parler de la mission de vie. Donc, est-ce que déjà dans un premier temps, tu pourrais nous définir ce qu'est la mission de vie? Peut-être que je commencerai par une citation de Marc Levy que j'aime énormément. Mmh. Et la citation dit ceci: ce n'est pas seulement l'endroit où l'on va qui donne un sens Mmh. à la vie, mais aussi la façon dont on s'y rend. Mmh. Ce n'est pas seulement l'endroit où l'on va qui donne un sens à la vie, mais aussi la façon dont on s'y rend. Alors, c'est important en fait de réaliser que notre vie a un sens. Mmh. La vie que nous avons, celle que nous menons ici-bas sur Terre, euh, a un but. Il y a un but ultime auquel nous sommes tous appelés. Mmh. Sinon, ça serait bien triste et dommage de naître, grandir et mourir. Tout à fait. Il y a quelque chose d'extraordinaire que nous sommes appelés à accomplir. Et cette découverte, la découverte de cette chose extraordinaire que nous sommes appelés à accomplir dans un domaine particulier, ça peut être dans le domaine artistique, ça peut être dans le domaine religieux, ça peut être dans le domaine du développement personnel, ça peut être dans le domaine des sciences, de la culture, enfin, ça peut toucher tous les aspects transversaux de la vie, mais dès lors que nous réalisons que nous sommes vraiment en train d'accomplir une chose qui bout au-dedans de nous-mêmes, qui nous passionne, eh bien, nous sommes dans l'accomplissement de notre mission de vie. C'est clair qu'on ne la découvre pas d'emblée, on ne la découvre pas tout de suite forcément de la même façon que tout le monde, parce que nous avons des particularités en tant qu'humains, mais il y a un chemin de découverte que nous allons ensemble regarder au cours de cette émission. OK, super. Je pense que c'est une très belle définition et j'ai beaucoup aimé aussi, la citation de Marc Lévy parce qu'effectivement, elle a beaucoup de sens, en fait. C'est le chemin, mais
c'est le trajet et le chemin, en fait, si je me trompe pas. Si je Mm. et parce qu'il y a le trajet, tu sais, qu'on fait, normalement, il y a le chemin, en fait, Mhm. avec, tout ce qui vient avec, donc les embûches, Exactement. et Mhm. cetera. Donc c'est super, vraiment. Donc ben, vu que, tu es coach en développement personnel, Mhm. donc est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, partager ton expérience avec nous? Comment est-ce que tu en es arrivé là, en fait? Ben moi, le coaching, comme je dis, le coaching me rencontre. Ça a été une rencontre en fait, une rencontre de vie. Mmh. Il y a des choses comme ça que nous pouvons faire ou pour lesquelles nous sommes faits sans nous en rendre forcément compte. Et ça a été mon cas. OK. Je crois que j'avais cette fibre du coaching en moi. Je l'avais de manière presque innée puisque j'avais cette disposition à l'écoute, à l'empathie Mmh. depuis très jeune déjà. Je me souviens que déjà au primaire, j'avais cette disposition intérieure à aider, à soutenir. Je raconte une petite anecdote. Un jour, Mmh. euh, je me retrouve en fait dans la cour de Mmh. récré et puis je tombe sur un petit garçon qui n'était pas vraiment forcément de l'école parce qu'il n'avait pas la tenue scolaire D'accord. et qui avait faim. Il avait faim et il était là tout seul dans son coin Mmh. et tout le monde le dépassait, etc. Certains même refusaient de l'approcher. Moi, je suis allé vers lui et je lui ai demandé comment il s'appelait et s'il avait faim. Oh! Et puis, on a engagé la conversation. Je lui ai donné mon goûter. Et pendant les 15-20 minutes, enfin le quart d'heure que dure la récré, Mmh. on a échangé comme ça. Et puis, paf, il est parti. Et pendant qu'on a cette émission-là, cette scène me revient en fait. Je me rends compte que là, j'avais à peine 8 ans. Ah! J'avais à peine 8 ans et je me souciais déjà des autres. Tout à Bon, fait. ça me valait quelquefois quelques couacs à la maison parce que j'étais cette personne-là qui, dès que il y a des mendiants dans la rue ou il y a des manchets comme ça, Mmh. je vais prendre la nourriture à la maison, aller leur donner ou je sais pas moi, prendre une couverture, aller leur donner et après, après ma mère s'en prenait à mes fesses, quoi. Donc oui, elle dit si tu veux être généreux, il faut être généreux avec les choses qui viennent Tout de toi, pas les choses qui appartiennent aux autres. Donc voilà. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui a bercé en fait mon enfance. mmh. Après, quand je suis devenu adolescent, je me suis rendu compte que j'étais le genre de personne qui avait une particulière attention ou attirance Mmh. pour les personnes intelligentes. Mmh. D'accord? Oui. Donc, à la base, moi, je suis sapiophile, hein, je l'ai découvert plus tard, Oui. mais j'ai une grande admiration pour des personnes intelligentes. Et Mmh. donc, à mon âge, déjà, je me rappelle que quand j'étais ado, j'avais pour amis ou pour personnes que je côtoyais des personnes plus âgées, plus adultes, avec lesquelles on discutait de choses de la vie. Et je me surprenais parfois à voir ces personnes adultes se confier à moi, me confier leurs déboires, Mmh. me confier leurs problèmes de cœur. Je OK. me souviens que mon premier problème de cœur que j'ai accompagné, j'étais en seconde. Waouh! J'ai fait, j'ai fait une seconde littéraire. J'étais Mmh. en seconde quand j'accompagnais quelqu'un qui était en deuxième année de médecine, un truc comme Mmh. ça, sur un premier gourmet. Ah ça. Donc, donc, je me souviens que voilà, déjà, j'avais cette disposition. Mmh. Et puis, je me rends compte également que dans mon univers familial, moi, je suis le Benjamin, en fait, Mmh. en rang de naissance. D'accord. Mais mes frères et sœurs, c'était toujours ça, quoi, en fait. Toujours avoir mon avis sur des questions, avoir mon point de vue sur une situation. Mmh. Et vraiment, ils aimaient beaucoup mes analyses qu'ils trouvaient très pertinentes. Et chaque fois qu'il y avait une fête des mères ou une fête des pères, c'est moi qui faisais le discours. Donc, je crois qu'il y a voilà, il y a des prédispositions comme ça qui sont naturelles, mais ça ne m'a pas empêché, en fait, d'être dans une logique de vie où je voulais faire plaisir à mes parents Mmh. en faisant des études, en fait, qui les honorent. D'accord. Donc, j'ai choisi, après mon bac littéraire, de faire les sciences juridiques, donc le droit. Mmh. Et puis, je finis mes études de droit. Je vais donc faire mes premières classes en Mmh. cabinet. Et je me rends compte à ce moment-là que, en fait, j'ai fait le droit, je suis excellent, tout ce que tu veux, mais c'est pas ça qui m'enchante, en fait. Quand je me retrouve en face des clients, Mmh. quand je me retrouve en face des personnes qui viennent en cabinet, ce qui me préoccupe, c'est comment les aider à trouver des solutions par elles-mêmes et à bonifier
leur vie, à améliorer leur vie. Je D'accord. me souviens que quand c'était des cas, par exemple, de divorce, de litige, etc., Mhm. ma première disposition, c'était de chercher la conciliation, chercher à les aider à trouver des solutions. Et ma boss n'aimait pas beaucoup ça parce que, parce que J'imagine. le but n'était pas de réconcilier les gens forcément, Tout à c'était fait. de faire en sorte que, bon, on entre dans des procédures et ce sont les procédures qui font vivre, Tout en tout à fait. cas, les juristes, Mhm. etc. Donc, elle m'a balancé un jour comme ça, je me Mhm. souviens. On était euh, à l'été 2002, à peu près, il y a 20 ans en arrière. Wow. Elle m'a balancé comme ça. Ici, c'est pas un cabinet de thérapeute ou de coach, hein, d'accord? Si tu veux faire tes histoires de coaching là, il faut que tu, il faut que tu ailles te former ailleurs. Donc, elle me disait ça souvent jusqu'à ce que ça se solde vraiment par, si tu veux, une curiosité sur ces concepts de thérapeute, de conseiller de couple, de coach. Et j'ai commencé vraiment à aller sur Internet et à chercher ce que c'était. Et puis j'ai découvert des sites canadiens, américains qui parlaient de coaching à cette époque-là, alors qu'en Côte d'Ivoire, on n'en entendait même pas parler. Voilà, on n'entendait pas parler de cela. Donc, pour tout te dire, Dienaba, il s'est passé en fait en moi comme une sorte de rencontre. C'est comme si j'avais mis un mot désormais sur ce que j'avais eu toujours envie de faire. Tout à Je fait. pensais peut-être que ça passerait par le droit parce que ça me mettait en relation ou en rapport avec des personnes qui venaient pour aussi des problèmes et les aider à trouver des solutions juridiques. Mais je me suis rendu compte que c'était quelque chose de plus que ça. Et là, un nom venait d'être placé sur une passion, sur une raison de vivre, sur quelque chose qui était tapis au-dedans de moi-même. Et donc, quelques semaines après, je vais quitter le cabinet Mhm. et je vais aller à la rencontre vraiment de ce qui me passionne vraiment. Je vais passer de longues heures sur Internet à me former, à me cultiver, à me renseigner, à m'informer sur le coaching, sur ce que c'est, etc. Et puis, concours de circonstances, eh bien, je vais terminer une première certification en ligne, mais je finis la certification, mais je n'ai pas de clients. Comment je fais, Dienaba? J'ai un diplôme, En tout cas, c'est chaud. mais j'ai pas de clients parce que je suis dans un environnement où forcément on n'entend pas parler de coaching, mais le besoin, il est là. Tout à fait. Donc, je vais faire du bénévolat Mhm. et puis voilà, ça va créer un clash quand même hein, avec les parents et tout ça parce que bon, on t'a pas mis à l'école pour traîner après dans la rue parce que c'est perçu comme ça, c'est perçu comme quelqu'un qui sait pas ce qu'il veut, c'est perçu comme quelqu'un qui est en train de rater sa vie, c'est perçu comme quelqu'un qui, à la limite, peut-être est en train de faire un burn-out, peut-être que voilà, enfin, on donnait tous les noms et toutes les qualifications à cette décision importante et incisive Oui. que je venais de prendre par rapport à ma propre vie. Et puis, comme par enchantement, c'est ma boss qui va me trouver mon premier client de coaching parce que oui, dans le portefeuille client du cabinet, il y avait une personnalité dont je tairais le nom, qui Mhm. avait besoin d'accompagnement, qui avait besoin juste d'écoute, qui était arrivé à un stade de sa vie où je pense qu'il était au déclin. Il avait besoin de parler à quelqu'un, il avait besoin de se confier. Et moi, j'avais appris l'écoute professionnelle et je passais des journées à l'écouter. Et en tout cas, ça me faisait très, très bien mes fins de mois. Et donc, de bouche à oreille, voilà, la clientèle va se mettre en place, mais ça va être une clientèle, si tu veux, dans un premier temps, un peu plus select, si tu veux, dans un contexte de personnalité que je vais accompagner dans un premier temps. D'accord. Et ça va durer quoi? Ça va durer 2003, 2004, 2005, 2006. Je vais rencontrer ma merveilleuse épouse. Donc cette belle expérience-là va nous conduire en fait à mettre en place notre premier cabinet de coaching, mais qui faisait essentiellement en fait de l'événementiel et du coaching. D'accord. Et puis, ça va pas tenir longtemps. Ça va tenir à peine 2 ans. On va mettre la clé sous le paillasson. Il va y avoir donc la crise post-électorale de 2010-2011. Et puis, à partir de 2012, concours de circonstances encore. Et je crois que ça, c'est vraiment un point très important dans la mission de vie. C'est que lorsque vous êtes en alignement avec votre mission de vie, lorsque vous décidez d'embrasser votre mission de vie, les circonstances s'alignent aussi. Les bonnes personnes s'alignent aussi. C'est un peu comme si vous étiez dans un alignement parfait Ouais.
pour faciliter en fait le chemin d'accomplissement de votre mission de vie. Je crois que quand il n'y a pas de crise à l'intérieur de vous, quand il n'y a pas d'opposition à l'intérieur de vous, les circonstances en fait se prêtent à l'accomplissement de votre mission de vie. Oui, c'est vrai que j'avais pas une rémunération extraordinaire, c'est vrai que je ne gagnais pas de gros sous, c'est vrai que je n'étais pas dans le schéma classique qui consiste à faire une formation déjà typée, être avocat, c'est typé, être médecin, c'est typé, mais ma mission de vie va m'amener vraiment à faire cette expérience extraordinaire qui est que bien que je ne gagnais pas beaucoup d'argent ou que je gagnais pas beaucoup de sous, mais j'étais en paix en fait, en paix avec moi-même, en paix d'être en train de faire la chose qui me met le plus en énergie. Et ça faisait que des fois, je voyais même pas le temps passer. Je pouvais passer des heures et des heures à écouter, à aider des personnes à s'en sortir. Et puis, comme je dis, après la crise post-électorale, dans le contexte de l'ONG que j'ai, parce qu'il y a une dimension humanitaire aussi à ma mission de vie, je vais pour annoncer un programme sur une chaîne de télévision. Et puis, concours de circonstances, je tape dans l'œil en tout cas des responsables de cette chaîne de télé, je les rencontre, ils sont d'accord pour que je démarre une émission de développement personnel qui s'appelle École de la vie. Et puis, cette émission va ouvrir les vannes, en tout cas, du coaching et du développement personnel. Quelques mois vont suffire pour que j'ai de nouveaux clients. Et puis, depuis donc cette période de 2012 jusqu'à maintenant, eh bien, les choses ne vont plus vraiment s'arrêter. Voilà, cette passion et cette mission de vie va toucher des milliers de personnes qui vont décider, en tout cas, moi, je suis content aujourd'hui, chez Dienaba, de savoir que beaucoup de personnes ont eu la fièvre du coaching, la fièvre, en tout cas, du développement personnel à travers mes passages télé et radio. Ça a allumé vraiment une génération d'hommes et de femmes qui, aujourd'hui, à travers l'école de coaching que j'ai, viennent et qui disent: ah, mais j'ai toujours eu envie de faire ça. Quand je vous voyais passer, quand je vous voyais parler de coaching, quand je vous voyais parler de développement personnel, je sentais au fond de moi-même que c'était pour ça aussi que j'étais fait. Donc oui, voici ma petite histoire avec donc la mission de vie. Donc depuis presque 17 ans, j'embrasse ma mission de vie, je la vis à fond, de façon ouverte et de façon très professionnel. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille, comme je vous l'ai expliqué. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des moments d'hésitation, il y a eu des moments où j'ai dû mettre un break, j'ai dû vraiment mettre un break et essayer de faire autre chose, le temps de m'organiser pour reprendre avec la mission de vie, pour la rendre plus professionnelle. Oui, sur le chemin, il y a eu besoin aussi de formation complémentaire. Il y a eu besoin que j'aille creuser davantage sur certains aspects de formation. Je ne suis pas resté seulement sur ma passion. J'ai appris à donner une forme académique et professionnelle à cette passion. Et donc voilà, en clair, ma petite histoire sur ma mission de vie et comment j'ai pu, à travers ce process de ma propre mission de vie et de sa découverte, mettre en place un programme qui s'appelle Mission de vie aujourd'hui, à travers lequel j'accompagne des centaines de personnes à la découverte aussi de leur propre mission de vie et vivre une vie pleinement accomplie. Voilà un tout petit peu l'histoire autour donc de ma mission de vie personnelle. Ah, c'est super, coach. Et vraiment, je confirme effectivement que je suis une des personnes que tu as accompagnées et que donc et ben, justement, ce podcast en fait est vraiment le résultat en fait de cet accompagnement-là et la preuve en fait que c'est quelque chose qui marche. Et en fait, il y a plusieurs choses en fait qui m'ont interpellée dans ce que tu racontais. Déjà, j'ai vraiment été touchée quand tu parlais de paix intérieure. Oui, tu ne faisais pas de gros sous, mais tu avais la paix intérieure. Et ça, en fait, cette paix-là comment on dit ça? N'a pas de coût, en fait. Je veux dire, tu peux avoir tout l'argent que tu veux, mais si enfin, la paix, ça ne s'achète pas, en fait. Et donc, vraiment, c'est quelque chose qui m'a touchée effectivement. Hem, Si je suis complètement honnête, ben et tu le sais, parce qu'on en a parlé beaucoup dans nos séances, juste lancer ce podcast-là, ça a été, j'en avais des insomnies si tu t'en souviens bien. Bien sûr, J'étais bien sûr. très stressée et je me disais: «Ah, est-ce que je dois le faire? Est-ce que c'est vraiment ça?» et cetera et cetera. Donc et j'avoue que, maintenant que je me suis lancée complètement à fond dedans et tout, que vraiment, j pas chaque minute, hein, mais quasiment chaque minute en fait, que j'ai de libre, pour
pensées, en fait, sont dédiées à ce podcast-là et puis comment les idées de sujets, les personnes que je pourrais interviewer, en fait, et dont les expériences sont intéressantes parce que Mm. vraiment, le but de ce podcast-là, c'est vraiment un but de transmission, en fait. Transmettre, et Tout à puis, fait. donc c'est ça. Et donc, la deuxième chose, en fait, que j'ai notée, c'est que c'est trois étapes par lesquelles tu es passé durant ces 17 ans, en fait, qui t'emmènent aujourd'hui à être Mhm. coach en développement. Et c'est quelque chose, en fait, que j'ai noté, en fait, parce que j'ai l'impression que beaucoup de personnes, effectivement, qui vivent aujourd'hui leur mission de vie, sont passées par ces étapes-là. Donc la première étape, c'est vraiment, c'est quelqu'un d'externe en général qui te fait remarquer que, ah, comme toi tu disais: «Ah, tu n'es pas là pour, écouter les gens». Non, non, c'est pas pour ça que je t'ai embauché. Comme ce que Mm. ta patronne te disait. Et puis, 2, c'est vraiment Exactement. le regard de l'entourage parce que comme tu disais, tu as fait des études de droit, en fait, comme des études qui feraient honneur à tes parents, mais Mhm. je suppose que ça n'a pas été évident, le fait de faire ce saut-là, une fois que, genre, tu as accompli, disons, leur rêve d'être, en droit, de travailler dans un cabinet où peuvent s'asseoir leurs camarades: «Ah oui, mon fils est en droit, il travaille dans tel cabinet». Et puis et puis laisser tout ça et genre maintenant qu'est-ce qu'ils ils vont dire, quoi? Donc en fait, ce stress-là ou ce poids, en fait, du regard des autres, ils te l'ont transféré. Et puis, aussi, le troisième point, c'est vraiment l'opposition, en fait, parce que comme tu dis, ça n'a pas été un fleuve tranquille. C'est pas genre: «Ah, j'ai trouvé ma mission de vie, demain je suis millionnaire», en fait. Donc tu es toujours aussi dans ce cheminement-là de réaliser, en fait, les rêves que je suppose que tu as écrits sur papier il y a 17 ans en arrière ou même plus longtemps avant, en te disant: «Ah oui, je vais avoir mon école de coaching, je vais faire ci, je vais faire ça». Donc tu es toujours dans ce cheminement-là et toujours dans cette réalisation-là de ta mission de vie. Donc je ne sais pas si, en fait, j'ai bien résumé, en fait, ton expérience? Oui, tu as totalement bien résumé parce que il y avait cette phase-là, hein, il y avait cette phase que j'appelle cette phase d'incubation en fait de la mission de vie où tu es là et tu rêves ta vie en fait. D'accord? Tu rêves ta vie, tu es dans une sorte de projection dans laquelle tu te vois. C'est un peu comme si tu assistes au film de ta propre vie et tu te vois, par exemple, parlant à la télé ou faisant des émissions ou impactant des foules ou sur une estrade en train de motiver des personnes. Voilà, donc du coup, moi, j'écrivais ces projets-là et je les notais. Et ces calepins-là, je les ai encore aujourd'hui, hein, 20 ans après. Ils sont un peu comme des manuscrits, mais je les ai encore. Et à cette période-là, je notais aussi mes convictions, mes approches par rapport au développement personnel, par rapport à la famille, parce que oui, moi, la famille m'a toujours fasciné. Moi, j'ai eu la chance de naître d'une famille monogame. J'ai eu la chance de naître dans une famille où mon père, il était amoureux de ma mère, mais de ouf. Donc, j'ai baigné dans cette atmosphère-là où il y a un père, il y a une mère, il y a une éducation, il y a, voilà, il y a des valeurs, etc. Donc, c'est quelque chose dans quoi j'ai grandi. J'ai toujours vu ça comme un idéal. Moi, mes parents, ils vont frôler bientôt 40 ou 45 années de vie hein, commune et tout. Donc oui, tout ça, je pense que ça participe à un moment donné aussi de la personne qu'on a envie d'être. Mais malheureusement, on ne sait pas en fait que ce qu'on ressent au fond de soi va nous amener à avoir aussi un cheminement atypique. Oui, votre mission de vie peut faire de vous une personne atypique, une personne qui ne marche pas dans des chemins tout Mmh, tracés. Parfois, la mission de vie va vous obliger à tracer votre propre chemin. Moi, j'ai tracé mon propre chemin. C'était pas forcément un chemin déjà établi. mmh, Par contre, je veux dire que dans tous les cas, ça ne sera pas forcément le modèle de coach humain. Il y a des personnes qui, sans la participation ou l'interpellation de quelqu'un d'autre, mmh. ont su depuis toujours le chemin qu'ils doivent Tout emprunter, à fait. qui ont toujours su que c'était cette voie-là dans laquelle et qui ont persévéré dans cette voie. Mmh Il y en a d'autres qui ont besoin d'être mh. accompagnés
Donc, moi, personnellement, je n'ai pas été accompagné, j'ai juste été alerté. On a attiré mon attention, en fait, sur quelque chose que je faisais déjà. Tout à Mais il y en a d'autres qui ont besoin d'un accompagnement pour être convaincus qu'ils sont vraiment dans ce chemin de vie-là. Donc, oui, chacun aura sa formule, chacun aura la capacité de découvrir la mission de vie. Mais si vous ne vous trouvez pas dans le schéma d'interpellation, vous trouvez certainement dans le schéma de conviction. Mhm. Si vous n'êtes pas dans le schéma de conviction, vous pouvez être dans le schéma d'une formation qui va vous aider ou d'un coaching qui va vous aider à découvrir votre mission de vie. Et oui, Dienaba, dire que ce n'est pas un long fleuve tranquille, c'est peu dire parce que parfois, on est dans une génération qui pense que c'est le tout de suite et maintenant, c'est le tout cuit, et que parce qu'on est dans notre mission de vie et que parce on a embrassé une passion, alors ça veut dire que tout doit se passer très, très bien. Non, pas du tout. Il y a trois facteurs intéressants qui aident dans votre passion. Mhm. Il y a le travail, il y a l'opportunité, et je dirais une troisième chose, c'est véritablement ce que les autres appellent la chance. Ouais, D'accord? Mais pour moi, la chance, c'est la rencontre entre la préparation et l'opportunité. tout à fait d'accord. Parce que si vous n'êtes pas préparé pour rencontrer une opportunité, même si vous avez cette chance-là, elle vous passera sous le nez. Tout à fait d'accord. Donc oui, vous avez une mission de vie, mais prenez-en conscience et disciplinez-vous. Oui. Disciplinez-vous. Peut-être que pour l'instant, ça ne donne pas le résultat que vous voulez, mais toute mission de vie est comme une sémence. Quand vous avez la sémence du riz, la sémence je sais pas moi, Du cacao, du de blé ou la l'EPA. sémence du cacao dans votre main, c'est rien du tout, c'est insignifiant. Tout à fait. Mais cette même sémence-là, placée dans le bon environnement, entretenu comme il faut, C'est ça. ça produit un cacaoyer, et ce cacaoyer va produire plusieurs cabosses. C'est la même chose. Votre mission de vie ne viendra jamais sous sa forme finie. Ça viendra comme un produit brut, et il faudra élaborer ce produit-là. Donc, il y a la discipline, je dirais même l'autodiscipline. Et deuxième élément fondamental, c'est la formation. Je vous en supplie, soyez des hommes et des femmes qui aiment se faire former. Vous découvrez une passion, quelque chose vous plaît, il y a dans ce monde-là, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voilà, tout ce que vous voulez faire existe déjà. Il y a des personnes qui l'ont déjà expérimenté, qui l'ont formalisé. Il vous suffit simplement de rencontrer ces personnes, de les suivre. Et ça aussi, la formation, ça passe par le mentorat. Ça passe aussi par le coaching. Des personnes vont vous aider à éviter de perdre du temps inutilement, vont vous aider à perdre de l'énergie inutilement. Ça va vous aider à perdre de l'argent inutilement. Donc oui, la formation, le coaching et le mentorat, ça va aider aussi. Mais une chose est importante, c'est la persévérance. La persévérance. J'ai failli même dire la consistance. Oui. Soyez consistants. Soyez des personnes qui ne laissent pas de place à l'instabilité émotionnelle. Soyez des personnes, et même si il arrive des moments où vous flanchez, souvenez-vous de votre rêve et dites-vous que vous n'avez pas le droit d'abandonner parce que à votre rêve est attaché des milliers de personnes. Tu sais, Dienaba, ça m'arrive des fois après mon passage à une émission de me dire, mais si j'avais pas fait ça, comment toutes ces personnes auraient été édifiées? Ça aurait été méchant de ma part de cacher cette graine à l'intérieur de moi et de ne pas laisser le monde en bénéficier. C'est incroyable le nombre de personnes qui comptent sur la graine que vous avez en vous pour être épanouie, pour être heureuse, pour être bien dans leur peau et bien dans leur tête. Et ça, c'est très important de prendre conscience de l'utilité que nous pouvons avoir dans la vie des autres. Et là-dessus, Albert Schweitzer disait ceci, « Je ne connais pas votre destinée, mais je sais cependant que si vous ne trouvez pas une façon d'être utile aux autres, vous ne serez jamais heureux dans votre propre vie. » Je reprends. Il dit, je ne connais pas votre destinée, mais je sais cependant que si vous ne trouvez pas une façon d'être utile aux autres, vous ne serez jamais heureux dans votre propre vie. Albert Schweitzer. Donc, cette pensée aussi est très importante parce qu'elle nous permet de nous rendre compte que quand tu as une mission de vie, tu n'es pas nombriliste en fait. Tu ne vois pas le bout de ton nez simplement. Tu ne vois pas, tu n'as pas une vision égocentrée du monde et de ta réalité. Tu comprends que tu as quelque chose à apporter dans ce monde. Tu as une place en fait sur Terre. Et ça, c'est très important parce que aujourd'hui,
la plupart des gens se suicident parce que ne trouvant pas leur utilité dans ce monde, se sentant inutiles, se sentant simplement comme une personne qui ne sert à rien en fait. Et une fois que vous avez découvert votre mission de vie, vous revivez, vous devenez une personne pour qui tout a du sens. Tout prend forme autour de vous. Tout devient wow autour de vous. Pourquoi? Eh bien parce que vous comprendrez pourquoi vous avez eu la vie que vous avez eue. Vous aimerez peut-être vivre ailleurs ou vivre dans un autre pays ou vivre dans une autre réalité. Peut-être parce que vous n'avez pas encore découvert votre mission de vie. Mais une fois que vous aurez découvert votre mission de vie, vous serez décomplexé. Oui, la mission de vie va vous décomplexer. Vous allez vous sentir tellement à votre place, vous allez vous sentir tellement en train de faire la chose pour laquelle vous devez être là, qu'au final, vous n'aurez pas à envier les autres. Vous n'aurez même pas de temps, en fait, à consacrer à ce que les autres disent, pensent, font ou ne font pas. Voyez, ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important à prendre en compte. Donc, voilà les éléments que moi, perso, je tire comme leçon des points sur lesquels tu es revenu. Je les reprends encore. Il y a d'abord le choix que vous faites et vous devez en être courageux. Deuxièmement, formez-vous. Troisièmement, soyez consistant, persévérez jusqu'à ce que vous puissiez voir le rêve que vous avez se réaliser. Voilà. Je suis vraiment contente. En fait, il y a plein de choses dans tout ce que tu as dit, il y a plein de choses que j'ai notées et tout. Et il y a une chose que je vais mentionner parce qu'effectivement, je sais qu'on en a parlé dans nos séances, effectivement, parce que tu m'as fait la même remarque. Tu m'as dit, ah oui, mais regarde, imagine toutes les personnes qui attendent que toi, tu te lances, toutes les personnes qui dépendent de toi, ta mission de vie. Et ça m'a fait penser à quelque chose que Tyler Perry, qui est un producteur, réalisateur, cinéaste américain que j'aime beaucoup, en fait, et qui disait en fait et qui expliquait la même chose en fait, qui s'est rendu compte il y a beaucoup de personnes qui étaient attachées à sa mission de vie. Tara J.P. Henson qui a joué Cookie Lion, comment il s'appelle j'oublie, mais il y a plein d'acteurs en fait que lui en fait a découvert, Tamara Mann, David Mann, plein de gens en fait que lui a découvert en fait et a mis en scène dans ses films, dans ses séries. Cicely Tyson justement qui avait eu une grande carrière dans les années 70-80 et effectivement qui a disparu et que lui il a ramené au devant de la scène, qui est décédé je pense quelque part l'année dernière et tout. Donc, effectivement, donc c'est pour ça effectivement que je pense effectivement, comme tu dis, c'est important et ce serait même méchant de ne pas essayer de trouver sa mission de vie et de la réaliser. Donc, maintenant qu'on a parlé un peu du côté très théorique de la mission de vie, j'aimerais aussi qu'on rentre aussi dans le côté un peu plus pratico-pratique. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler des étapes fondamentales pour trouver sa mission de vie? Très bien. Alors, il faut retenir qu'il y a 4 grandes étapes pour découvrir sa mission de vie. Mais une fois que vous aurez découvert votre mission de vie, ce sera comme quand Christophe Colomb découvre l'Amérique. Il ne découvre qu'une portion Mmh. de l'Amérique. Après, il y a beaucoup de contrées à explorer. Mmh. Découvrir votre mission de vie ne signifie pas que vous comprendrez tout de suite et que vous maîtriserez tous les aspects de votre mission de vie. Il vous faudra de l'exploration. Mmh. Mais en tout cas, la première porte d'entrée dans la mission de vie, c'est de faire attention à ce qui vous passionne. Qu'est-ce que vous aimez faire vraiment? Qu'est-ce qui vous met en bonne énergie? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir bien? Qu'est-ce que vous faites si facilement que vous ne voyez même pas le temps passer? Moi, je peux passer des heures à écouter, à encourager, à motiver, et c'est extraordinaire pour moi. Moi, ce qui est intéressant pour moi, c'est de voir comment je peux aider une personne à trouver sa voie, à trouver sa route. Je disais à quelqu'un il y a quelques mois en arrière, peut-être que j'aurais été un bon guide touristique. Hein. J'aurais été un bon guide touristique, ouais, parce que ce que je fais, c'est que plutôt que d'aider des personnes à faire du tourisme terrestre, j'aide les gens à faire du tourisme de la mission de vie. C'est ça. Oui, j'aide des personnes à trouver leur route dans cette vie. Et c'est la meilleure route, en fait, parce que j'ai failli dire le vrai égarement, ce n'est pas celui d'une adresse que nous ne retrouvons pas. Le vrai égarement, c'est de ne pas savoir à quoi nous sommes destinés. Mmh. C'est vraiment le plus grand vagabondage qu'un être humain puisse connaître sur Terre, c'est de errer sans but précis
dans sa vie et dans sa destinée. Tout à fait. Du coup, une fois que vous avez réussi à mettre le doigt, à lister, mais vraiment ne faites exception de rien. Vous devez tout prendre en compte. Même si vous aimez vous affairer, ça marche. Même si vous aimez voyager, ça marche. Même si vous aimez manger, bien manger là, ça marche. Même si vous aimez la mode, vous habiller, faroter, ça marche aussi. Qu'est-ce que vous aimez? Retenez que il faut pas croire qu'il y a des choses que les autres aiment qui sont mieux ou meilleures que ce que vous aimez. Non, il n'y a rien qui soit supérieur ou inférieur à ce que vous êtes. Vous êtes une pièce unique. Vous n'avez pas de rechange. Vous êtes une personne unique en son genre. Avant vous, il n'y a pas eu vous. Pendant que vous êtes sur Terre, il n'y aura personne comme vous. Et même une fois que vous serez parti, il n'y aura plus jamais personne comme vous. Donc, ayez cette mentalité de votre unicité, de votre caractère unique. Vous êtes une personne extraordinaire. Et donc, tout ce qui sort de vous est aussi extraordinaire. Croyez en vous. La deuxième chose importante, c'est de justement vous rendre compte que vous êtes utile aux autres. Et je l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai cité cette belle pensée de Albert Schweitzer, qui disait que je ne connais pas votre destinée, mais je sais cependant que si vous ne trouvez pas une façon d'être utile aux autres, vous ne serez pas heureux. Donc, remarquez autour de vous, qu'est-ce que vous faites pour les autres et qui vous rend heureux? Et ça, c'est très important. Qu'est-ce que les autres attendent de vous et que vous accomplissez et qui vous met en joie? Parce qu'on peut vous solliciter pour des choses que vous aimez faire, mais enfin, Ça vous qui fatigue, vous quoi. dérangent. Oui. Qui vous fatigue, qui vous épuise, qui épuise votre énergie. Vous devez taper les pieds par terre pour aller le faire. Ça ne peut pas faire partie de ce dont je parle. Mais je parle des choses que vous aimez faire pour les autres et qui vous rendent vraiment heureux. C'est-à-dire que ce n'est même pas pour avoir fait pour la personne, mais c'est le fait d'avoir fait qui vous met en énergie, qui vous met en bonne énergie. De sorte que même si la personne ne vous disait pas merci, vous avez déjà votre récompense. Donc, identifiez ce pourquoi on vous sollicite la plupart du temps, mais regardez dans ces sollicitations, quelle est la sollicitation à laquelle vous répondez sans hésiter? Quelle est la sollicitation à laquelle vous répondez et pour laquelle votre prestation est toujours remarquée, est toujours vraiment, comment je vais dire ça? L'objet d'admiration, de félicitations, etc. Et puis vient maintenant la troisième étape, c'est que vous êtes doué, mais particulièrement doué pour accomplir cette chose. Vous n'avez pas d'effort particulier à faire pour réussir à faire cette chose-là. Et ça, c'est un point important. Et je le disais dans ma propre mission de vie. Moi, je n'ai pas appris à écouter. C'était naturel chez moi. J'ai juste professionnalisé mon écoute. Je n'ai pas appris à être empathique. J'ai juste professionnalisé cette empathie. Donc, j'ai fait une formation qui m'aide à gérer tout ça parce que c'était brut. Donc, des fois, je vais dire que si tu n'as pas appris comment le faire, tu débordes, tu vois, parce que bon, tu laisses un peu le côté émotionnel prendre le dessus et tu finis par ne pas vraiment aider les gens comme il faut. Donc, oui, est-ce que vous êtes doué? Est-ce que naturellement, c'est quelque chose que vous faites sans avoir appris? Et vous vous surprenez même à avoir des personnes qui ont du mal à faire ça. Ça, c'est un signe important. Moi, je trouvais quand même bizarre que des gens disent « Ah, mais je suis fatigué, c'est toujours la même chose que la personne raconte. » Non, je trouvais que c'était… Enfin, comment on peut être fatigué d'écouter les gens? Comment on peut être fatigué d'aider les gens? C'est pas possible, ça. Tu vois, c'est pas possible. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un point très important également. Et puis, quatrième et dernier point, pour que ça soit vraiment mission de vie, il faut que ce soit quelque chose qui, avec le temps, vous élève, qui vous présente au monde. À un moment donné, votre mission de vie va vous faire découvrir. Vous n'aurez pas besoin d'appeler des gens. Vous n'aurez pas besoin de faire du tapage. Quand vous avez une vraie mission de vie, le monde se prépare à vous accueillir, le monde se prépare à vous recevoir. Et ça, c'est aussi l'aspect qui va toucher la monétisation. Mais ça, c'est peut-être un autre aspect qu'on pourra développer. Mais retenons que la mission de vie, c'est ce qui peut être source de rémunération, que vous aimez bien faire, que vous savez bien faire et qui apporte du sens à la vie des autres. Je reprends. La mission de vie,
C'est ce qui peut vous apporter, en tout cas, des ressources financières, peut vous aider à vivre financièrement bien, mais que vous aimez faire, que vous savez faire et qui apporte un sens à la vie des autres. C'est ça, en fait, la mission de vie. Et j'ai emprunté un outil qui s'appelle l'outil Ikigai, que vous pouvez retrouver sur Google ou sur plusieurs sites, même dans il y a pas mal de livres qui ont été écrits sur l'ikigai, mais qui est une méthode japonaise, un art de vie, une philosophie japonaise qui parle de véritablement comment vivre de façon épanouie, vivre de façon heureuse. Alors, ikigai signifie tout simplement raison de vivre. Iki pour raison, gai pour vivre. Donc, raison de vivre, ce qui me donne envie de me lever le matin et de faire vraiment ma part, apporter ma contribution, apporter ma pierre à l'édification d'un monde meilleur. Et c'est ça ce que tu es en train de faire, Dienaba, en permettant à des personnes d'être connectées, en permettant à des personnes d'écouter des histoires inspirantes, d'écouter des personnes inspirantes. Tu accomplis de cette façon-là ta mission de vie. Parce que tu aimes échanger, tu as une bonne énergie quand tu parles avec des gens, quand tu rencontres des gens, etc. Et si finalement tu comprends, et comme on l'a vu dans ton accompagnement, que ça, c'est un aspect que tu peux mettre en avant à travers justement ce podcast-là, eh bien, tu te rendras compte que tu vas toucher des centaines et des milliers de personnes et tu te rendras compte que tant que tu ne l'avais pas fait, tu n'aurais pas su en fait. Et c'est ce que, c'est ce que pas mal de personnes ne savent pas. C'est que très souvent, c'est dans le chemin en fait qu'on trouve sa mission de vie. Comme je l'ai dit, c'est dans le chemin qu'on trouve sa mission. Il faut mettre un pas devant l'autre. On ne verra pas tout de suite clairement les choses, mais un pas devant l'autre, on finira par accomplir le chemin de notre mission de vie. Ah, ben, vraiment, merci coach. Merci pour la... Mais effectivement, ce que tu dis, c'est vraiment en commençant parce que moi, j'avoue que même quand on en parlait, comme j'ai dit, j'ai eu ça fait longtemps que j'ai cette idée de podcast-là et à chaque fois, je me disais, oh non, ça sert à rien, oh non. Parce que comme je t'avais expliqué, j'avais déjà eu cette idée, mais c'était pour un site web, mais en fait, je suis quelqu'un, j'aime pas écrire, je préfère parler. En fait, et donc, c'est juste quelque chose que j'ai switché, mais je me suis dit, ah, est-ce que c'est vraiment quelque chose que je veux faire? Et donc, là, je ne sais toujours pas où ça va, mais comme tu dis, je mets un pied devant l'autre et je me dis, bon, je suis dedans, en fait, comme on dit. Donc, et quelque chose aussi que j'aimerais mentionner, c'est que dans ce chemin de mission de vie que je suis en train de parcourir, je pense que j'ai été... pourquoi j'ai mis du temps à identifier en fait le fait que j'aime parler, même si effectivement tous mes bulletins quand j'étais plus jeune, c'est bien dans l'ensemble, mais très bavarde. Bien dans l'ensemble, mais très bavarde. Ça, c'est quelque chose. Sur 12 cours comme ça, je pourrais avoir au moins 7 ou 8 très bavardes. Les autres qui ne le mentionnaient pas, c'est parce qu'ils avaient vu que les autres professeurs avaient déjà mis très bavarde. Donc, ils se sont dit, bon, ça sert à rien de rajouter, sinon on va la tuer. Bref. Mais tout ça pour dire que pourquoi j'ai mis du temps à identifier ma mission de vie? C'est parce que, oui, je suis quelqu'un, j'aime parler, je suis très curieuse, j'aime aller vers les gens, mais pendant longtemps, en fait, j'étais aussi intéressée par le voyage, par l'hôtellerie, en tout cas, je sais que tous les trucs tout ce par quoi j'étais intéressée avait une chose en commun, c'était aller vers les gens, découvrir les gens. Mais je ne connaissais pas le chemin par lequel passer. Et en fait, ça m'amène à poser une question de savoir, est-ce qu'on a qu'une seule mission de vie? Ou est-ce que, enfin, en gros, oui, est-ce qu'on a une seule mission de vie? Je vais te laisser développer, mais est-ce qu'on a vraiment qu'une seule mission de vie? Non, on a une mission de vie qui est pluridimensionnelle. D'accord. Mais on va imaginer un arbre qui a plusieurs branches, qui a son feuillage, qui a ses fruits, etc. La mission de vie, elle est pareille. Vous avez une mission de vie, mais aussi vrai que l'être humain est tripartite. L'être humain a une dimension physique, donc il y a une partie de votre mission de vie qui répondra à des besoins physiques, des besoins physiologiques dans la pyramide des besoins de Maslow. Vous avez une dimension de votre mission de vie qui va toucher à l'aspect, on va dire, entre guillemets, transcendantal, donc l'aspect spirituel de votre mission de vie. Et puis, vous avez cette dimension de votre mission de vie qui va être une dimension humanitaire. Je vais vous prendre un exemple très simple. Quand je prends ma mission de vie, par exemple, qui est de coacher des personnes
à réussir leur vie familiale, leur vie de couple, leur vie, leur parentalité et même à aider des personnes vraiment à trouver un sens à leur vie. Au-delà de cette mission de vie qui est devenue aujourd'hui un volet professionnel, ça c'est ma vie professionnelle. J'accomplis ma mission de vie à travers ce volet professionnel-là. Mais à côté, aider les personnes euh, m'a poussé à mettre en place une ONG à travers laquelle j'aide les femmes et les enfants atteints de maladies voilà, ou qui sont dans des cas de vulnérabilité. Donc, cette dimension de ma mission de vie est humanitaire. Mais à côté, je vais développer une spiritualité également. J'ai une sensibilité à la spiritualité qui fait qu'effectivement, j'aide aussi des personnes sur le chemin d'évolution spirituelle. Donc, vous voyez qu'on est toujours dans l'aide que j'apporte aux personnes. Il y a une dimension de cette aide-là qui vient dans le développement personnel et dans le coaching. Il y a une dimension de cette aide-là qui vient dans le caractère humanitaire à travers une ONG. Et puis, il y a une autre dimension qui vient dans le volet spirituel. Donc, on a tous d'une certaine façon, ces trois dimensions de notre mission de vie, mais en fonction de notre degré d'évolution et de développement. Certains s'arrêteront simplement à la mission professionnelle, d'autres vont s'arrêter à la mission caritative ou humanitaire, et puis d'autres iront jusqu'à la dimension spirituelle. Si vous prenez par exemple le Dalai Lama, vous verrez ces trois dimensions. Il y a toujours ces trois dimensions. Vous prenez par exemple Oprah Winfrey. comment elle s'appelle, la Oprah Mhm. Winfrey, ces trois dimensions sont Tout à là. fait. Vous voyez que dans ces dernières années-là, Oprah a une dimension spirituelle Beaucoup. plus Très. développée. Elle a fait même un, Super un, Soul Sunday. un chemin vers le Dalai Oui. Lama, etc., Mhm. etc., pour faire cette connexion Tout spirituelle. à fait. Vous prenez n'importe quelle personne qui a une mission de vie à développer ces trois aspects-là. Et par observation, par étude et par analyse, je me suis rendu compte que les gens confondent en fait la pluridimensionnalité de la mission de vie avec le fait qu'il y a plusieurs missions de vie. Non, il n'y en a pas plusieurs. Il y en a une seule, mais elle a trois branches, on va dire ça comme ça. Et si on découvre ces trois branches-là, on devient une personne totalement accomplie. Parce que le côté professionnel de votre mission de vie, ça va vous nourrir, ça va vous donner de l'argent. Mais est-ce que vous serez forcément quelqu'un qui donne du sens à la vie des autres? À Mhm. travers le volet humanitaire, vous donnez du sens à la vie des autres. Et puis finalement, le volet spirituel vous permet vous-même d'avoir un sens à votre Tout vie. à fait. Donc, c'est un schéma qui est complètement cyclique et c'est un cycle vertueux. Si vous découvrez un aspect de votre mission de vie, ne vous arrêtez pas. Allez-y encore plus loin et trouvez le deuxième niveau, trouvez le troisième niveau et vous serez vraiment une personne accomplie. OK, super. Mais et j'aimerais préciser que c'est pas parce qu'on est une personne accomplie qu'on n'a plus de problèmes. Ça, quand même, c'est très important. Ah oui, c'est clair. On a quand même des problèmes. Chacun a ses démons, chacun passe par des choses. Et puis, comme on dit, life in, quoi. Les choses arrivent. Et puis, mais le fait d'avoir cette dimension spirituelle, et puis aussi nous aide aussi à nous réaligner un peu et à prendre peut-être les choses qui nous arrivent avec un peu plus de philosophie aussi. Donc, c'est peut-être aussi à ça que ça sert, la mission de vie. Tout à fait. Donc, c'est ça. Il y a un autre point aussi que j'aimerais mentionner, coach, donc, dont on a parlé aussi, c'est la passion. La différence entre la passion et la mission de vie. Mhm. La passion, parce que c'est très facile aussi de faire l'amalgame entre les deux. Parce que je me souviens, parce qu'il y a une émission que j'aime bien et que je regarde encore de temps en temps, ça s'appelle Shark Tank. Et il y a Kevin Leary, genre le plus méchant entre guillemets des Sharks, qui avait dit quelque chose en fait qui m'avait beaucoup interpellée à l'époque et que c'est que maintenant que je comprends en fait parce qu'il disait il n'est pas passionné par ce qu'il fait, les nombres, les chiffres, c'est pas ce qui le passionne. Je pense qu'il est passionné par les bateaux ou une bêtise comme ça, je me souviens plus. Bon, je dis une bêtise, mais bon, voilà, chacun son truc. Et en fait, et lui, comme il l'a dit, il le disait dans l'interview, c'est que s'il avait suivi sa passion, il serait pas, c'est Kevin O'Leary, et il serait pas connu comme Kevin O'Leary, le shark,
de plus, entre guillemets, méchant de l'émission Shark Tank et tout. Et il serait pas la personne qu'il est aujourd'hui, tu vois. Donc, j'aimerais vraiment, en fait, aussi qu'on parle de cet aspect-là, en fait, la différence entre la passion et puis la mission de vie. Oui, c'est tout à fait clair. De toutes les façons, le schéma que je vous ai présenté, qui est un schéma à 4 étapes, Mhm, est en fait une sorte de filtre. Ça veut dire que dans le premier élément du filtre, c'est tout ce que j'aime faire. mhm, Mais après, est-ce que tout ce que j'aime faire va forcément rentrer dans tout ce pourquoi je suis sollicité? Non, je peux aimer faire des choses pour lesquelles on ne me sollicite jamais, mhm, qui restent quand même des choses que j'aime faire. mhm, Ensuite, est-ce que je suis forcément doué dans tout ce que j'aime faire? Pas forcément. mhm, Donc, la mission de vie va jouer un rôle de filtre. mhm, On ne pourra dire que tu as une mission de vie que lorsque ce que tu aimes faire est utile aux autres, est capable de susciter une rémunération et est une chose pour laquelle tu es doué. mhm. Donc, du coup, il y a des choses pour lesquelles tu es passionné, mais qui ne passeront pas le filtre. Mais ces choses-là deviendront comme des sortes d'exutoires pour toi. Mhm, Par exemple, moi, j'aime énormément, je vais dire, faire de la musique. Moi, j'aime faire de la mhm. musique, d'accord? J'aime le clavier, j'aime le piano, j'aime tout ce qui touche à cet instrument-là. Mais je ne serai jamais Beethoven, en fait. D'accord? OK. C'est jamais pour ça qu'on va m'inviter sur un plateau de télé. C'est sûrement pas pour jouer du piano. D'accord? Mhm, Mais à mes heures perdues, quand j'ai envie de me détendre, mhm, euh, voilà. D'ailleurs, moi, à mon cabinet, j'ai une enceinte. J'aime beaucoup écouter la musique et tout. Pas avec des paroles, hein, juste l'harmonie, en fait, tu vois. Ça, c'est quelque chose qui me met en bonne énergie. Mais ce n'est pas ma mission de vie. Ma mission de vie n'est pas d'être un super musicien. Je me souviens qu'en classe de troisième, mhm. j'ai failli aller aux Beaux-Arts. Ah! Et mon père m'a rattrapé. Ah ouais, ça, je suis reconnaissant à mon père pour ça. Il m'a rattrapé, mais vraiment à la ramasse, quoi. Mhm, Il m'a dit, mais non, 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 tu finis tes études et mhm. après, si tu veux réellement faire de la musique, tu iras faire la Tout musique. à fait. Et en fait, c'était qu'une passion. Mhm. Je passais de longues heures à faire du piano, mais ça passait jamais. Tous mes professeurs de piano m'ont abandonné. Ils m'ont dit, hey, va faire autre chose. Si ça c'est pas assez, je sais pas Voilà, ce que donc pour c'est. dire, voilà, pour dire que moi, je suis passionné de développement personnel, mais j'en ai fait mon métier parce que j'ai compris que c'était ça, ma mission de vie. Et j'ai travaillé à cela et j'avais de l'aisance à le faire. Mhm, J'avais de la facilité à le faire. J'avais des facultés pour le faire, mhm. d'accord? Mais, je veux dire, faire du piano, c'est pas quelque chose qu'on peut m'enlever. Tu vois ce que je Tout veux à dire? fait. Même si je fais beaucoup de bruit dans les oreilles de mon épouse et de mes enfants, mais je m'en fous. Je veux dire que chaque fois que j'ai l'occasion de faire un voyage, je me ramène un nouveau clavier. J'ai tout, tu vois, j'ai toutes les dernières marques, etc. Ça me fait plaisir. Mais écoute, ça ne servira pas à un concert, ça ne servira jamais à un orchestre philharmonique. Voilà ce que je veux dire OK. sur cette séquence-là. OK, mais c'est bon, je pense que c'est très bien illustré. Donc, vraiment, faites attention à vos passions parce que c'est pas ça. C'est sûrement pas pour ça que vous serez, comme on disait tout à l'heure, élevé et puis reconnu par tout le monde. En tout cas, bon, on arrive vraiment à la fin de cette émission. C'est vraiment dommage, mais je pense que vraiment on a fait le tour sur la mission de vie. Vraiment, j'ai envie de dire, j'ai appris encore plus, même si même on a fait toutes ces séances, là, j'ai encore appris plus avec juste notre discussion. Donc, j'espère vraiment que les auditeurs, ça sera pareil. Donc, écoute, j'aimerais juste te demander si, comment est-ce que tu conclurais en fait cette émission sur la mission de vie, comme je sais, même si genre tu pourrais retoucher à ton expérience, comment ça t'a changé, qu'est-ce que tu as appris, et vraiment comment tu conclurais vraiment encore une fois cette émission sur la mission de vie. Alors, est-ce qu'on peut conclure vraiment? Mais si je devais conclure, euh, je dirais peut-être ceci. Je dirais que il arrive un moment dans la vie où nous savons exactement ce que nous voulons, Mhm, mais surtout ce que nous ne voulons plus jamais. Et ça, c'est quelque chose qui va aider une personne qui entend ce podcast à prendre une décision. mhm, Et il faut à un moment donné peut-être rêver sa vie, voir sa vie en projection, et puis un moment arrive où vous cessez de rêver votre vie, où vous devez vivre votre rêve. Vous voyez, vous devez vivre ce rêve-là. Et vivre ce rêve-là va impliquer des choix.
va impliquer une décision, va impliquer que vous puissiez vous séparer de certains environnements, de certaines personnes, de certaines situations. C'est pas facile, mais soyez courageux et décidez de vivre désormais pour vous et pour faire véritablement ce pourquoi vous êtes appelé. Et si vous avez du mal, eh bien, vous pouvez vous faire accompagner. Aujourd'hui, il existe beaucoup de coachs. Il faut faire le bon choix. Il faut trier. Il faut prendre des coachs qui sont éthiques et qui peuvent vraiment vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Et je crois qu'une fois que vous aurez découvert votre mission de vie, vous aurez déjà fait la moitié du chemin de votre accomplissement personnel. Voilà ce que je pourrais vous dire sur cette note-là. Ah, super. En tout cas, moi, ce que je dirais, c'est que je suis l'exemple parfait de quelqu'un qui est en train de cheminer, ou il a commencé à cheminer dans sa mission de vie. Et j'ai été très contente d'être accompagnée par toi, coach. Et je te recommande vraiment, tu le sais déjà, je le dis souvent, mais je te recommande vraiment très hautement. Et je sais même pas si ce qu'il dit c'est français, mais vraiment je te recommande. Et en fait, je mettrai les handles du coach, tout ce qui est, tous ses comptes, son numéro de téléphone et tout. Et en fait, moi je vis aux États-Unis, lui il vit en Côte d'Ivoire, donc c'est très possible de le faire à distance. Donc il y a vraiment, avec la technologie d'aujourd'hui, il y a vraiment plus de barrières. Et moi, en fait, ce que je dirais sur la mission de vie que je suis en train de, justement, comme je disais tout à l'heure, je suis vraiment encore au début. J'ai posé les premiers jalons, j'avance, je ne sais pas où je vais, mais l'important, c'est que j'avance. Et la chose notable quand même aussi, c'est de savoir que je suis beaucoup plus en paix avec moi-même. Et j'ai plein d'idées. Je veux dire, j'ai un carnet que j'avais parce que même si j'aime parler, je suis quelqu'un, je préfère écrire. Et j'ai un carnet que j'avais depuis qu'on m'avait offert, je sais même pas il y a combien de temps. Et ça s'appelait Carnet à idées. Et je l'ai jeté au fond de mes tiroirs. Et puis là, je l'ai ressorti il y a un mois à peu près. Et je suis à peut-être une dizaine, une vingtaine de pages à l'intérieur, en fait. Donc, je ne sais, comme je dis encore une fois, je ne sais pas où je vais me retrouver. Mais encore une fois, je suis très contente parce que le premier projet, la première chose que vraiment j'avais écrite dont j'ai parlé avec le coach et tout, c'est vraiment ce podcast-là. Donc, coach, je te remercie encore pour ton soutien. Je te remercie Mais je d'avoir t'en prie. accepté d'être, entre guillemets, le premier cobaye de ce podcast. Je t'en prie, je t'en prie. J'ai testé et je peux rassurer que c'est très, très bon. Je recommande. Et, et en parlant de mission de vie qui n'est pas un long fleuve tranquille, ceci est la deuxième émission que Mm, Coach et moi enregistrons. La première émission, je ne sais pas ce qui s'est passé. On a bien enregistré et puis là, il n'y avait exactement. plus rien. Et donc là, espérons que cette fois-ci, ça fonctionne. Mais en tout cas, je souhaite vraiment que cette émission soit utile en fait aux personnes qui vont écouter et que vous ayez besoin d'accompagnement ou pas, ou que vous ayez envie de vous lancer. J'espère que vraiment cette émission-là va être le tremplin pour ça. Donc, mon prochain invité aura une très belle expérience à partager avec nous tous. Et donc, sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Au revoir, coach. Merci. Allez, bye bye.